Bonjour à vous tous et à vous toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'À plus d'un titre. Nous sommes à la librairie de Paris, au milieu des livres, avec devant nous une large assistance d'amoureux des livres pour recevoir Gaël Nohan, son dernier roman paru aux éditions Grasset, Le bureau d'éclaircissement des destins. Merci à Jean-Marc Chazot et à notre fidèle Marc derrière les manettes pour l'enregistrement de cette émission. Alors Jacques, c'est une grande joie d'être ici. On salue nos amis de la librairie de Paris et puis de recevoir Gaël. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je voulais dire au début, c'est que Gaël, vous êtes né l'année où j'ai remis le prix des libraires à Michel del Castillo. Ce prix que vous avez obtenu par la suite et qui vous a été remis par Delphine de Vigan. Oui. Ce qui fait que vous avez bien fait d'attendre. Oui, j'ai bien fait d'attendre. Donc, vous avez été marraine de notre fête du livre. Vous vivez de votre plume, mais vous avez écrit que vous en survivez simplement. Donc, vous avez écrit ça. J'ai écrit ça, bon. C'était il y a quelques années. C'est un peu mieux maintenant. Et alors, vous avez écrit 5 romans, 5 prix littéraires. Et vous avez aussi écrit un 6e livre sur le sport. Oui. Alors, quand j'ai su que vous habitiez Lyon, j'ai craint le pire. Et j'ai découvert que c'était sur le rugby. Absolument. Et c'était pour l'équipe de Toulon. Oui. Voilà. C'était une parenthèse sympathique, hein, ce séjour dans le Midi. Absolument. Voilà. Et puis, on vous a reçu déjà plusieurs fois à l'émission, en particulier pour ce livre sublime, Légende d'un dormeur éveillé, qui a eu donc le prix des libraires. Et c'était pour une fête du livre, vous aviez été reçu, le magicien. Ah oui, oui, Jean Mad. Vous vous souvenez peut-être pour certains, le petit théâtre, les Métamorphoses. Vous vous en souvenez, Gaël? On est passé devant. Oui. Voilà. Et on pleurait tous comme des madeleines. C'était très beau. Et je vais avoir du mal d'ailleurs à ne pas trop pleurer pendant l'émission. Soutenez-moi. Voilà. Et puis, le dernier livre, Le bureau d'éclaircissement des destins, il est paru début janvier. Et ça n'a pas tardé, puisque, dites-nous, un prix quand même. Puis quel prix? Le prix RTL. Voilà. Elle est là. RTL Lire, pardon. Magazine littéraire. Je dis voilà. Pas oublier les autres. Pas oublier les autres. Et puis, le livre... bon, vous êtes allé à la grande librairie, bien sûr. Et vous faites une tournée type le Tour de France. Combien d'étapes déjà? Entre 30 et 40, je pense. Et jusqu'en décembre, j'ai compris. Oui. Le livre a déjà été lu par des dizaines de milliers de lecteurs, plusieurs traductions, dont une traduction en allemand. C'est même les premiers, les Allemands, à avoir acheté les droits du roman. Et donc, ça m'a énormément touchée. Et vous allez y aller, d'ailleurs, en septembre? Alors, pas en septembre, mais je vais y aller, oui. Je vais y aller à l'automne. Et là, c'est quand même... Oui, ça va être très particulier et très émouvant, oui. Voilà. Absolument. Eh bien, on y va pour ce bureau d'éclaircissement des destins. Il démarre d'un tout petit quelque chose qui est en lien d'ailleurs avec votre amour pour Robert Desnos. Oui. Alors, c'était à l'hiver 2020, donc au début du confinement. Et j'ai une amie qui m'a envoyé un lien vers les archives d'Arolsen. Et donc, je ne connaissais pas ces archives. Je n'avais jamais entendu parler de ces archives qui sont les plus importantes sur la persécution nazie. Et dans ces archives, il y avait des traces de la déportation de Robert Desnos. Des petites traces administratives de son passage, notamment à Auschwitz, à Buchenwald et dans d'autres camps. Et j'ai été très surprise et émue de découvrir ces traces qui sont sans doute les dernières qu'on ait de lui, du coup. Et après, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne connais pas ce centre d'archives? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je le découvre que maintenant? Alors que j'ai beaucoup, beaucoup lu et travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale dans ma vie. Depuis mon adolescence, je n'ai cessé de lire à ce sujet. Et pour Desnos, j'avais beaucoup travaillé déjà sur ces sujets. Donc, je ne comprenais pas. Et ça a été le point de départ, en tout cas, de ma curiosité.
Et j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur ce centre qui, avant de s'appeler les Archives d'Arolsen, jusqu'à il y a peu de temps, s'appelait l'International Tracing Service, c'est-à-dire le service international de traçage. Et donc, j'ai découvert avec fascination l'histoire de cet endroit. Les gens qui... Alors, l'histoire est incroyable quand même. C'était un des grands centres de rassemblement des SS. Et les Alliés installent ce centre qui rassemble 17 millions de documents dans des anciens casernements SS. Voilà. En fait, le centre d'archives, il a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l'idée, en tout cas, naît à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une création des Alliés, et c'est une création des Alliés de l'Ouest, plutôt. Staline va très vite y trouver à redire. Mais, en tout cas, il décide de créer cet endroit pour retrouver les disparus et... retrouver les gens dont on n'a plus de nouvelles et surtout essayer de retrouver ce qui est arrivé à telle ou telle victime. Et donc, ils installent ce centre au croisement de plusieurs zones d'occupation de l'Allemagne, au croisement de la zone d'occupation française, anglaise et américaine. Voilà. Il manquait les Américains, alors que c'est justement sur le territoire américain, il y a une petite ville qui s'appelle à l'époque Arolsen. Aujourd'hui, elle s'appelle Bad Arolsen et c'est dans le nord de la Hesse et c'est au pays, on peut dire un peu des contes de fées parce que c'est au pays des frères Grimm. Ils ont habité juste à côté dans la ville de Kassel. Et dans cet endroit, à Arolsen, il y a beaucoup de locaux disponibles parce que la ville a été très peu bombardée et parce qu'il y a un château avec des dépendances. Quand ils ont choisi cette ville, je ne suis pas sûre que les Alliés savaient que ça avait été une ville SS, vraiment une ville SS pendant la guerre. Parce que le château était habité par un prince et que ce prince avait rejoint Hitler dans les premiers et qu'il était devenu un général de la Waffen-SS et il avait installé une garnison de la Waffen-SS dans les communs de son château. Et il avait installé aussi, créé une école d'élite pour la SS, là. Donc, pendant la guerre, il y avait plus de soldats SS dans cette ville qu'à plein d'endroits en Allemagne. C'était il y en avait plus que de civils. Et donc, c'est dans cette ville qu'ils installent les plus grandes archives sur la persécution et sur les victimes des nazis. Donc, évidemment, c'est assez ironique. Tragique ironie. Oui, absolument. Et pendant très longtemps, dans cette ville, il y a comme deux populations vraiment opposées l'une à l'autre. Puisque les gens qui étaient vraiment des nazis farouches, ils n'ont pas arrêté d'être nazis parce que la guerre était perdue. Donc, c'est des gens qui ont, par exemple, tous les jours croisé des employés de ce centre d'archives. Alors, ils avaient déjà beaucoup de mal à supporter que le centre d'archives soit là. Et en plus, les premiers employés du centre étaient des personnes déplacées, pour la plupart des anciens déportés. Donc, vous imaginez le choc quand ces gens se croisent dans les petits commerces, à la boulangerie, etc. Et on dit qu'il y a un certain nombre de nazis qui avaient essayé d'intégrer le centre. Ils l'ont intégré. Ils l'ont intégré. Plus d'une cinquantaine. Oui. Et ils ont même essayé de mettre le feu. Oui. Symbolique. Alors, ça fait tilt pour la romancière que vous êtes, mais il faut que vous nous disiez, quand même, se lancer dans cette aventure, c'est-à-dire écrire un gros livre pour romancer, fictionnaliser, si j'ose dire, cette histoire, c'est une responsabilité. Énorme. Énorme. Bien sûr, parce que... Vous ne pouvez pas vous rater. Non. On ne peut pas se rater. Et puis surtout, la responsabilité, elle est vis-à-vis de tous les sujets que j'aborde dans ce livre. Et donc, j'ai décidé tout de suite que, même si je voulais absolument que ce soit un roman, et que j'y tenais beaucoup, je voulais qu'on puisse apprendre que des choses vraies dans ce roman.
Mais je crois ce qu'il faudrait que vous disiez, c'est dans ce centre, ce que les gens recherchent et ce qu'ils trouvent. Parce que ça, on ne l'a pas dit avec suffisante précision. On l'a pas dit. Donc, dans ce centre, les gens qui travaillent là dès l'après-guerre, ils sont pas formés comme des archivistes, mais ils vont devenir des sortes d'enquêteurs, de détectives des traces. Et à partir de ces traces, leur mission principale s'appelle la mission de recherche et d'éclaircissement des destins. D'où le titre. D'où le titre. Et cette mission, elle est de faire la lumière sur le destin d'une victime, de toutes les victimes, sur la demande de leurs proches. Ça, c'est leur première mission. Là. Et encore aujourd'hui, c'est leur mission principale. Mais, et donc pour ça, ils ont quantité d'archives. Ils ont accumulé des archives de la guerre, des archives administratives des camps, ils ont accumulé des archives qui datent des Alliés, qui ont été créées par les Alliés à la libération des camps. Et puis, au fil du temps, des archives qu'ils ont récupérées ici ou là, notamment des entreprises allemandes qui avaient utilisé des déportés pour du travail forcé. Et donc, ils ont aussi hérité de plusieurs milliers d'objets qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration à la libération de ces camps. Alors, c'est pas beaucoup, parce que dans tous les camps de concentration, attention, c'est pas les camps d'extermination, c'est des choses différentes. Les camps de concentration, quand des déportés arrivaient dans ces camps, ils devaient se déshabiller entièrement, donner toutes leurs affaires, et ces affaires étaient mises dans une sorte de greffe, comme dans le greffe des prisons, qui s'appelait le dépôt des effets personnels. La plupart du temps, donc ça représentait énormément d'objets, mais la plupart du temps, ces objets ont été perdus ou volés. Dans certains camps, on en a retrouvé, notamment à Neuengamme ou à Dachau. Ces objets, à l'époque, on ne savait pas trop quoi en faire, donc ils ont été confiés à l'International Tracing Service, que je vais appeler l'ITS, parce que c'est plus simple. Et ils ont gardé ces objets pendant très longtemps. Et puis, en 2016, la directrice actuelle du centre, qui est française, s'est dit, mais en fait, il faut les rendre. Il faut les rendre, et sans doute que leurs propriétaires, aujourd'hui, sont morts. Mais il doit y avoir des enfants ou des petits-enfants pour qui ça a du sens de recevoir un objet qui vient de si loin. Et donc, ces objets, c'est pas des objets de valeur. Parce que vous avez sans doute entendu parler de la spoliation des biens juifs. Là, c'est des objets de valeur. Ça peut être, je sais pas, justement des bijoux, mais des bijoux de valeur. Ça peut être des tableaux, etc. Là, non. C'est des petits objets de rien du tout. C'est des objets très modestes. C'est des objets du quotidien. Oui, mais il y a des alliances. Il y a des alliances. Grâce à la gravure à l'intérieur, ça permet de retrouver. Absolument. Et ça, c'est émouvant, par exemple, une alliance. Parce que la personne, en général, ne l'avait pas enlevée depuis son mariage. Donc, évidemment... Et alors, c'est là où la réalité rejoint la fiction. À la fin du mois de janvier, une scène incroyable au ministère des Affaires étrangères. Vous y êtes invité. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une restitution qui est organisée au Quai d'Orsay pour rendre des objets à plusieurs descendants de plusieurs déportés français. Donc c'est en présence de plusieurs officiels. Il y a un ministre français, il y a une ministre allemande, il y a des officiels du centre d'archives d'Arolsen qui sont là. Voilà, donc on est assez nombreux. Il y a des bénévoles parce que la mission de restitution des objets, c'est une mission qui est très différente des missions habituelles du centre. Elle est très différente pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut rechercher non seulement ce qui est arrivé aux propriétaires des objets, mais il faut rechercher les descendants. Or, les descendants, ils peuvent être disséminés à travers le monde entier, et donc pour les trouver, c'est pas aussi simple que ça. Et pour ces missions-là, ils ont besoin souvent d'enquêteurs bénévoles. Et ces enquêteurs bénévoles, il y en a dans beaucoup de pays qui choisissent d'aider le centre d'archives et qui vont aller chercher sur place dans leur pays, qui font des kilomètres parfois pour aller frapper à la porte de quelqu'un. Alors, la spécificité, c'est que les descendants n'ont rien demandé. Ils ne savent même pas que ces objets existent. Parfois, ils ne savent même pas
que une personne de leur famille a été déportée et que un jour, leur passé frappe à la porte, quoi. Et donc là, ce jour-là, il y avait plusieurs familles à qui on rendait des objets et qui étaient venues avec leurs enfants et parfois leurs petits-enfants. Donc c'était dire l'importance que ça avait pour eux. Et il y avait quelque chose qui était à la fois très, très émouvant, c'était très émouvant, et c'était en même temps doux. Et c'était joyeux aussi. Voilà, il y avait tout ça. Et donc, ces gens, on a pu rencontrer ces familles. C'était pas la première fois que je rencontrais des descendants qui avaient reçu ces objets, mais c'était la première fois que j'en avais autant au même endroit. Et ce qui m'a frappée, c'était qu'ils étaient venus avec plusieurs générations, que ça voulait dire que ça avait de l'importance pour toute la famille, même pour les enfants. Et je me souviens, il y avait une dame en particulier qui était vraiment formidable, qui était la fille d'une ancienne déportée de Ravensbrück, qui avait survécu à Ravensbrück et qui était morte il y a quelques années. Et donc, elle était venue, cette dame, avec ses enfants. Et donc, il y avait des jumeaux qui avaient peut-être 17 ou 18 ans. Et ces jumeaux, ils m'ont dit, on a plein de souvenirs de notre grand-mère. Vraiment. On adorait notre grand-mère. Et là, ils ont ajouté, elle est morte quand on avait 3 ans et demi. Alors, je me suis dit, plein de souvenirs, 3 ans et demi. Bon, c'est pas sûr quand même qu'ils aient beaucoup, beaucoup de souvenirs du coup. Mais je trouvais ça très touchant parce qu'en fait, je sentais qu'ils voulaient absolument avoir des souvenirs de cette grand-mère. Surtout, c'était ça en fait qu'ils me disaient. On veut s'en souvenir, elle compte pour nous, elle est vraiment au cœur de nos cœurs. Et donc ça, c'était beau. Et on a beaucoup parlé de ça, de leur grand-mère ce jour-là. Ça s'appelait Braolia. Alors, c'est le deal, hein. Vous partez une documentation énorme, vous m'avez dit plus de 200 livres, ouais. Et puis c'est le confinement, donc on a le temps de surfer sur le net pour aller... Oui, parce qu'il y a beaucoup de temps dans les archives. Il y a des archives, bien sûr. Des archives aussi. Bien sûr. Et puis vous choisissez de raconter l'histoire d'une de ces enquêtrices françaises. Parce que des enquêtrices, il y en a 250 quand même. Oui, il y a 250 employés dans ce centre aujourd'hui encore. Et donc votre héroïne de fiction, c'est une Française et on va suivre donc son enquête pour retrouver les propriétaires ou les descendants. Et il y a 3 objets finalement qui vont jalonner l'histoire. Oui. Une poupée sur laquelle il y a un matricule de déporté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette poupée? D'où vient-elle? Pourquoi elle est là? Il y a un mouchoir brodé avec des noms. Et puis un médaillon très simple, à l'intérieur duquel il y a le portrait d'un petit enfant avec une date, rien de plus. Et le livre, ça va être l'enquête que vous imaginez pour retrouver l'histoire de ces objets, à travers eux, bien sûr, l'histoire de ces personnages. Absolument. C'est ça. Et donc, évidemment, il y a une structure qui rappelle les romans policiers. Sauf que là, c'est des romans policiers à l'envers, en quelque sorte. Puisqu'on sait tout de suite qui sont les assassins. On le sait dès le départ. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est qui étaient les victimes. Donc, c'est pour ça que c'est à l'envers. Mais ce qui est important aussi, c'est que la personne qui recherche, cette Française, son histoire est très importante. Elle est très importante parce qu'elle est française, mais elle est mariée à un Allemand. Oui. Et je dois dire que donc, ce personnage qui s'appelle Irène, donc son prénom veut dire la paix. Et c'était important pour moi que son nom signifie la paix par rapport à son travail. Irène, elle est vraiment un personnage de fiction pour moi. Et en même temps, elle est nourrie par beaucoup de choses. Je l'ai nourrie moi. De ma vie, de mes ressentis, aussi, même de ma manière de travailler, moi, sur les personnages. Et puis, elle est nourrie aussi par une vraie enquêtrice. Parce que le point de départ, en fait, vraiment, ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'est de lire un article sur cette mission de restitution des objets
qui parlait d'elle, de cette enquêtrice, la vraie. Française du centre d'Arolsen, qui s'appelle Nathalie Letiers-Liebig. Et donc, j'ai cherché, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché cette dame, beaucoup, et j'ai fini par la trouver. En fait, je l'ai cherchée sur des forums de déportés et de descendants. Et son nom courait littéralement sur les pages de ces forums. Et les gens disaient « Ah, mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Si vous avez besoin de quelqu'un, c'est à elle qu'il faut demander, etc. » Donc, avant de la connaître, elle était comme escortée, précédée par cette réputation d'être à la fois quelqu'un d'extrêmement discret et d'extraordinairement doué dans son travail et dévoué. Voilà. Et je l'ai contactée parce que sur ces forums, j'ai fini par trouver son adresse mail. Et donc, je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai dit, je voudrais écrire un roman sur ce que vous faites. Et là, j'avais le cœur battant. Je me disais, si elle ne répond pas, ou si elle répond dans très longtemps, ou qu'elle est indifférente, ce sera terrible pour moi. Parce que je suis au début d'un projet qui va être très, très compliqué, ambitieux et tout, qui va bouffer des années de ma vie. Et j'avais besoin d'un feu vert. Et elle m'a répondu au bout d'une semaine en me disant qu'elle était très touchée par mon mail et qu'elle était d'accord pour m'aider. Et ça a été le début d'une relation avec elle qui a duré toute la gestation du livre et qui s'est prolongée maintenant. Mais vous ne l'avez rencontrée que... Je l'ai rencontrée qu'en octobre. Qu'en octobre, parce qu'il y a eu le confinement. Et voilà. Ils ont été confinés 2 ans au centre d'archives. Donc, je l'ai rencontrée, j'avais déjà écrit le livre. Donc, c'était quand même très grosse compliqué. Émotion, là, quand même. Grosse émotion. Cette dame est la première à qui j'ai dédicacé mon livre quand il a été fini. C'est la première dédicace que j'ai faite. Je lui ai envoyé. Donc là, j'ai retenu mon souffle, littéralement. Et puis, elle m'a écrit au bout de très peu de temps en me disant « J'ai adoré ce livre. » Et je me retrouve dans Irène. Parce que vous ne saviez pas comment elle allait réagir. Je ne savais pas du tout. Mais dans votre livre, il y a des personnages qui réagissent très mal et qui n'ont pas envie de savoir. Bien sûr. Et c'est pour ça. Et par exemple, en plus, par rapport à la vraie archiviste, moi, j'avais peur qu'elle n'aime pas mon livre parce que c'était très particulier. C'est un roman. Je lui avais dit, je prends des libertés, même par rapport au personnage d'Irène. Irène, ce n'est pas vous, c'est un personnage que je crée. Et j'ai besoin de pouvoir être entièrement libre avec ce personnage. Et j'avais peur qu'elle en soit dérangée ou qu'elle ne l'aime pas. Et en fait, elle l'a beaucoup aimé et elle s'y est parfaitement retrouvée. Mais même sur des détails intimes, et ça, c'est troublant. C'est troublant. Ouais. Et alors, tout au long du livre, il y a une série de coïncidences, de signes, de clins d'œil qui vont faire que ces enquêtes qui, a priori, sont impossibles, s'enchaînent. Ça se croise, c'est entre guillemets, d'un machiavélisme comme construction et en même temps d'une émotion qui grandit au fur et à mesure parce qu'on se passionne pour les personnages, mais aussi pour cette poupée dans de chien. Mais pourquoi elle est là? Pourquoi se matricule? C'est ça que vous avez voulu pour que la lecture soit à la fois informative, on apprend énormément de choses et en même temps avec une émotion. Oui, je voulais que tout le dispositif du livre, que ce soit la construction ou l'écriture, soit, au service des victimes. C'est vraiment ça. Et donc, à travers, parce que, bien sûr, les personnages, je les ai créés, les miens. Il y en a une trentaine. Mais derrière chacun, il y avait comme des fantômes. Bien sûr, puisque tout ce que mes personnages vivent dans le roman a été forcément vécu par d'autres gens, des vrais gens. Donc, moi, je pensais sans cesse aussi, à travers ces personnages-là, au vrai. Et j'avais l'impression d'avoir un devoir envers les morts aussi, avec ce livre. Et donc, je voulais que, quand vous lisez un polar, vous ne vous intéressez pas aux victimes. Les victimes sont accessoires dans un polar. Même quand elles vivent des choses épouvantables, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'enquêteur ou l'enquêtrice et l'assassin. Et la quête de cet assassin, de le retrouver. Bon. Là, moi, je voulais que ce soit l'inverse. Je voulais que les assassins soient beaucoup moins importants que les victimes et que les victimes soient littéralement éclairées dans le livre. Donc, c'était ça qui m'importait. Et si j'ai réussi mon coup, normalement, quand vous refermez ce livre, vous avez en tête beaucoup de gens
Et ces gens, vous allez penser à eux. Et bien sûr, ce qu'ils ont vécu, encore une fois, est vrai. Enfin, est vrai historiquement. Donc, ça a une importance Parce pour que moi. dans les déportés, il y en a un certain nombre qui ne sont pas morts, qui ont survécu. Bien sûr. Mais quand on les retrouve, ils ont changé de façon considérable. Eh bien oui, ils ont changé. Il y a Charlotte Delbo, un auteur que j'aime énormément, j'ai une immense admiration. Pour moi, c'est un des plus grands auteurs de littérature tout court et concentrationnaire. Elle a dit un jour, elle a une phrase, elle dit « Elle est rentrée chez elle, elle n'est pas rentrée dans la vie ». Et ça exprime bien ce que c'est un ancien déporté, je trouve. Irène, au début du livre, quand on lui confie cette mission, vous dites elle est submergée d'excitation et de crainte diffuse. Et pour avoir suivi l'écriture de votre livre, je trouve qu'il y avait ça tout au long dans votre travail. Bah oui. Excitation et crainte de ne pas être à la hauteur, finalement. Ah oui, ça c'est une crainte que j'ai eue pratiquement jusqu'au dernier chapitre. Je savais que ce sujet était un très beau sujet. Je l'ai su tout de suite, mais j'avais peur de ne pas être à la hauteur du sujet. Oui. Et surtout, dès le début, je me disais, pour être à la hauteur du sujet, il faut que je progresse en tout. En construction, en création pour incarner les personnages, dans mon écriture. Presque, il faut que je progresse humainement. Enfin, en fait, c'était un défi de tous côtés, ce livre. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'angoisse pendant toutes ces années, parce que c'est presque 3 ans de ma vie. Et c'était beaucoup d'angoisse de ne pas y arriver, de rater, d'être en deçà, de ne pas être à la hauteur du truc. J'avais l'impression que ce livre, c'était mon rendez-vous, un espèce de rendez-vous que j'avais depuis mes peut-être 12 ans. Et donc, je voulais vraiment pas le rater. Clin d'œil à votre grand-mère. Voilà, clin d'œil à ma grand-mère à qui je dédie le livre. Mais c'est vrai que c'est elle c'est elle, en quelque sorte, qui m'a parlé de la guerre, qui m'a parlé de la déportation, puis ma mère aussi. Et donc, c'est elle qui m'ont fait découvrir tout ça très jeune. Et après, j'ai continué toute seule. Mais j'ai une dette particulière envers ma grand-mère parce que c'était quelqu'un de très important dans ma vie et que c'était quelqu'un qui avait fait de ce qu'il avait marqué à vie pendant la guerre, elle en avait fait de la solidarité. Et c'était la personne la plus solidaire que j'ai rencontrée dans ma vie, je crois. Et donc, elle m'a appris toute ma vie, enfin toute notre vie commune, tout le temps que j'ai eu la chance de la connaître, elle m'a appris ce que c'était la solidarité. RCF. Gaël Nohan, le Bureau d'éclaircissement des destins, sûrement paru aux éditions Grasset. Alors évidemment, on ne va pas raconter les histoires. Chaque chapitre, c'est un prénom. Oui. Alternativement, homme-femme. Et puis, il y a 2 prénoms, moi, qui me touchent beaucoup, c'est Lazare et Allégria. Allegra, pardon. Oui. Allegra. Et j'ai découvert Thessalonique, cette ville magnifique où il y avait 100 000 juifs. Oui, et qui sont vraiment presque tous morts à Auschwitz. Et ils ont été déportés en refaisant quasi le trajet du Simplon Orient Express. Ouais. Et ils sont partis la fleur au fusil, finalement, sans se rendre compte de rien. Disons qu'ils se doutaient vraiment pas. Autant les Juifs d'Europe de l'Est, au moment où ils commencent à être déportés, ils ont déjà vécu énormément de choses affreuses. Leur vie a radicalement changé. Ils savent très bien qu'on leur veut que du mal. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Donc, ils savent pas jusqu'où on leur veut du mal, et encore que dans le ghetto de Varsovie, ils savaient qu'ils allaient à la mort, par exemple. Mais à Thessalonique, ils savent pas où ils vont. Ils croient vraiment qu'ils vont dans un camp de travail. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas plus essayé de cacher des enfants, de se cacher, etc. Ils sont partis vraiment en famille. D'abord parce que c'était des communautés qui étaient extrêmement familiales, extrêmement soudées. C'est vraiment des Méditerranéens. Hein. Mais en plus, parce que pourquoi ils seraient séparés? Ils allaient ailleurs, ça allait être difficile, raison de plus pour rester soudés. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont morts en si grand nombre. Voilà. Et c'est vraiment... moi, j'ai découvert l'histoire de ces communautés en écrivant ce livre. Et je me disais, c'est fou parce que
Quand on dit la Shoah, on imagine... enfin, moi, j'imagine plutôt la Pologne, des endroits comme ça. Et on n'imagine pas la Shoah devant une mer immense, devant la mer Méditerranée, sous un ciel bleu, devant des villes toutes blanches, magnifiques. Les Allemands sont allés chercher des Juifs jusque sur des petits cailloux qui étaient en pleine mer pour les déporter. C'est allé jusque-là. Ouais. Et en face de ça, les Polonais du ghetto décident de garder les traces. Oui. Ça, c'est une histoire aussi. Ça, c'est aussi une magnifique histoire. Je voulais... Il y a beaucoup de très belles histoires dans mon livre, mais que j'ai rencontrées dans ma documentation. À Varsovie, on connaît très bien la résistance armée du ghetto, mais on connaît moins bien l'histoire des archives secrètes du ghetto. Dès le début du ghetto, un historien qui s'appelle Emmanuel Ringelblum décide de réunir une petite équipe autour de lui, des sociologues, des écrivains, des amis, des journalistes, des travailleurs sociaux. Et il leur dit, on va constituer des archives du ghetto. À l'époque, ils pensent qu'ils vont survivre au ghetto. Et donc, ils se disent, quand ça sera fini, eh bien, on pourra raconter ce qu'a été cette période, on aura les traces, et on pourra raconter ça de notre point de vue, pas du point de vue des bourreaux. Donc, ils vont vraiment garder des archives, fabriquer des archives du ghetto, toutes sortes d'archives, et parfois des archives très modestes. Ça peut être des blagues qui circulaient dans le ghetto, ça peut être des dessins d'enfants, ça peut être des rédactions, des billets de théâtre, toutes sortes de choses. Et puis, au moment où le ghetto va commencer à être vidé, au printemps 42, là, ils vont comprendre que, d'abord, presque toute l'équipe des archivistes est déportée à Treblinka. Et donc, ceux qui restent savent très bien qu'ils vont mourir. Et donc, ces archives sont devenues leur testament. Donc, à ce moment-là, ils vont les enterrer dans le sol du ghetto. Et ils sont que 3 à connaître la cachette, pour pas que ça fuite, quoi, s'il y en a un qui est arrêté. Mais il faut qu'il y en ait un qui survive. Et il y en a un seul qui a survécu. Mais vraiment, un seul. C'est tenu à ça. Une histoire incroyable. Sinon, on n'aurait jamais su que ces archives, où elles étaient. Et donc, après la guerre, cet homme est revenu à Varsovie. Il s'appelait Herschwasser. Et il a retrouvé, parce que Varsovie était en ruine, et le ghetto était encore plus en ruine que Varsovie. C'était vraiment un champ de ruines. Mais sur ce champ de ruines, il y avait un seul bâtiment intact, c'était une église, l'église Saint-Augustin. Et grâce à cette église, il a retrouvé, grâce à des photographies d'avant-guerre, il a pu se repérer, parce qu'il savait dans quelle rue étaient les archives, mais aller les retrouver quand il y a les ruines. Donc il a... Grâce aux photographies d'avant-guerre, aériennes, à l'église, il a tracé des plans. Ils ont commencé à faire des fouilles, comme des fouilles archéologiques. Et ils ont retrouvé 2 lots d'archives sur 3. Et quand ils ont ouvert, c'était des caisses en ferraille, des caisses en métal. Quand ils les ont ouvertes, les archives étaient gonflées d'eau, complètement gonflées d'eau. Et donc, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, c'est perdu, quoi. Ils avaient le cœur brisé. Puis en fait, ils ont réussi à les restaurer, un peu comme on restaure des vieux papiers du Moyen-Âge, quoi. Ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, il y a 40 000 pages qui sont patrimoine de l'UNESCO et qui ont été sauvées. Et grâce à ces pages, on a vraiment toute la vie du ghetto de Varsovie. L'émission se termine. Au fond, votre livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire raconter des histoires qui nous font remonter et qui servent à ce que ces vies perdues horriblement, elles ont du sens. C'est ça votre travail. Bien sûr, c'est aussi dire que ce qui a été perdu, on peut en retrouver quelques traces et que ces traces sont incroyablement précieuses, d'une part, et ensuite que, au-delà de ça, ce qu'on peut retirer de ces histoires, de cette histoire, pour moi, c'est comme un flambeau. C'est quelque chose de brûlant, mais où il y a beaucoup de lumière aussi. Parce que moi, dans ma documentation, je n'ai croisé partout de la lumière. Et on la voit particulièrement bien dans l'obscurité, la lumière. Et donc, c'est vraiment ça, moi, que j'ai voulu mettre dans mon livre. C'est toutes les formes de résistance, de vie, de force, de solidarité, d'amour. C'est ça qu'on peut aller chercher dans cette histoire-là et garder précieusement. C'est la vie des disparus.
Voilà, alors vous avez compris combien ce livre est important. Pour vous, maintenant, vous rencontrez plein de gens, vous me disiez, il y a des jeunes qui viennent. Oui, il y a des jeunes qui viennent à ces rencontres, et ça, c'est vraiment très, très émouvant pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai écrit ce livre en pensant particulièrement aux jeunes. Et que j'avais envie qu'ils se sentent concernés par ce livre, qu'ils s'y sentent accueillis. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnages de jeunes gens dans ce roman. D'aujourd'hui, avec leurs combats, oui. avec leurs questions, leurs amours. C'est vraiment un roman d'aujourd'hui, et je voulais vraiment que ce soit un livre d'aujourd'hui. Et donc, sur ce que ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette guerre, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui dans nos vies? Et dans leur vie à eux, ça fait quoi aujourd'hui? Ça a quel sens? Et donc, je suis très touchée que certains de ces jeunes me lisent et qu'ils aiment ce livre et qu'ils se sentent... oui, ceux qui viennent me parler, je sens qu'ils se sentent dedans, quoi. Ils sentent que ça parle d'eux et ça les concerne. Un fonds d'archives, c'est une collection de grenades dégoupillées. Merci d'avoir dégoupillé les grenades, mais de l'avoir fait avec autant de talent. Voilà, Jacques, votre sentiment, vous? Non, moi, vous avez écrit un très bel article. Chaque semaine, il y a un bel article, mais celui-là, il y a beaucoup d'histoires dont on ne parle pas ici, mais qui permettent de refaire le point un petit peu sur des choses qu'on a oubliées. Et ce qui est quand même très, très, très étonnant, très, très émouvant, qu'on comprend plus maintenant, après l'émission, qu'au début, c'est pourquoi vous êtes si fiers qu'elle soit traduite en allemand. Oui. Ah bah bien sûr, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Allemagne, évidemment, avec ce livre. Pas seulement l'Allemagne nazie, mais l'Allemagne même d'aujourd'hui. Le chemin mémoriel de l'Allemagne, qui a été long, qui a été difficile, mais dont je suis très admirative. Moi, je trouve qu'on a des leçons à prendre des Allemands sur la manière d'affronter son passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y a très peu de temps, le 8 mai, ils avaient mis sur la porte de Brandebourg une bannière « Merci de nous avoir libérés ». Le jour où on sera capable de dire « Merci de nous avoir libérés du maréchal Pétain », on aura fait un gros pas, je pense. Vous savez d'ailleurs parce que, bon, on termine peut-être autour de ça. Il y a des personnages du passé, mais il y a aussi les personnages d'aujourd'hui avec leurs amours, avec leurs questionnements, avec leurs doutes. Et c'est ça aussi qui va faire le fil de l'écriture du livre et puis l'intérêt pour le lecteur. Hein. C'est un livre joyeux, un livre terrible. Vous en êtes où alors avec le Bureau d'éclaircissement des destins? La page est tournée? Pas encore. Pas encore. Pas tout à fait, parce que je l'accompagne partout, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de rencontres à faire, et en France et dans d'autres pays. Parce que là, on a déjà 7 traductions qui vont se faire. Et donc... Puis peut-être même des séries, il y a des... Bon, ça, on verra, mais en effet, il deviendra peut-être une série un jour prochain. Et puis parce que les personnages sont encore un peu avec moi, j'avoue. C'est un livre dans lequel moi j'ai mis tellement toutes mes forces que j'ai plus de mal à tourner la page de celui-là que d'un autre. Il y a des livres comme ça, c'est plus difficile, il faut un peu plus de temps. Il faut d'abord que j'arrive à me reposer un peu pour retrouver. Et puis, il faut qu'ils s'en aillent, ces personnages, à un moment, pour que d'autres puissent venir à leur place. Voilà. Écoutez, merci. Merci à Marc pour la réalisation technique. Merci pour votre écoute attentive. Oui, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ces 40 minutes avec vous. Merci. Merci Gaëlle. C'est pas fini.